Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à parler de comment construire le projet personnalisé d'une personne polyhandicapée. D'abord, le mot projet. Le mot projet désigne un processus avec la description, l'évaluation et l'analyse des besoins, la fixation d'objectifs, les moyens qu'on y met, le suivi et l'évaluation. Donc, la difficulté qu'on va avoir, c'est de concilier une définition standard d'un projet, c'est-à-dire le cadre général ou ce qu'on a appelé la trame ou le déroulé, avec la personnalisation nécessaire dans ce contexte global et vraiment spécifique d'une personne polyhandicapée. Pour autant, une personne polyhandicapée a bien des attentes et des capacités, des besoins, des envies qu'il est parfois difficile de recueillir, d'identifier, de valider. Cependant, le terme de projet est totalement pertinent pour définir comment l'aider à s'épanouir, à vivre mieux et à se développer. Pourquoi faire un projet? Un projet permet d'avancer. Il oriente la personne dans une perspective qui répond à ses attentes, à ses besoins, à ses aspirations. Il marque des limites dans le temps. Il crée une réflexion et un consensus parmi les accompagnants. Il soutient, il dirige l'ensemble du dispositif. Pour construire un projet, il est essentiel au moins trois choses. D'associer tous les accompagnants à la construction. Ensuite, il est essentiel d'entrer dans les détails, de décrire finement les nuances des phénomènes observés, constatés. Donc, faire une approche contextuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement une approche écologique, c'est-à-dire une approche dans l'environnement de la personne, et également une approche interactive, c'est-à-dire en situation de communication. On devra donc aussi utiliser une méthode claire, une trame commune, globale, détaillée. Donc la trame du projet et le questionnement qu'elle permet de faire est vraiment un outil spécifique, un outil qui n'est pas substituable aux autres outils professionnels complémentaires. Dans projet personnalisé, il y a personnalisé, c'est-à-dire faire un projet qui ressemble à la personne, qui reflète la singularité de la personne et donc qui s'articule aux propositions que nous pouvons projeter, faire ensemble avec elle. Ce qui fait que chaque projet est unique et provisoire et révisable. On emploie souvent le mot de construire, le projet personnalisé et le terme consacré co-construction, qui est un terme d'expression anglo-saxonne. En français, on pourrait peut-être simplement se limiter à parler de construire, c'est-à-dire de bâtir ensemble le projet. Bâtir ensemble, c'est associer. Associer trois personnes, trois intervenants. La personne elle-même, on va chercher sa participation et c'est très important, même si elle est minime, même si elle est limitée à des propres préoccupations bien ciblées, il est important que cela puisse apparaître et se construire avec elle. C'est associer aussi l'ensemble des accompagnants concernés, les intervenants, professionnels, aidants, les spécialistes, etc. Et bien sûr associer la famille. Cette famille a une connaissance irremplaçable et cette connaissance est de plus en plus ou de mieux en mieux reconnue puisqu'actuellement on parle dans les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l'expertise des familles. Donc la place donnée aux familles dans cette co-construction doit être à la mesure aussi de l'implication que souhaitent les familles. Chaque famille étant bien sûr différente. Ça peut être une cohabitation ou une collaboration, ce qui semble quand même être le minimum. Mais en tous les cas, on devrait orienter l'association
avec les familles vers un partenariat éclairé et respectueux. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le projet personnalisé n'est pas simplement un document écrit obligatoire, c'est aussi et surtout une pratique d'attention conjointe et bienveillante autour de la personne. Alors, il est bien sûr important d'avoir une progression méthodologique pour rendre et mettre en évidence la dynamique du projet personnalisé. Je vous propose de l'avoir en 3 points. D'abord, recueillir et valider les attentes et les demandes de la personne par l'observation et la description des phénomènes. Donc, recueillir toutes les informations nécessaires à la compréhension de la personne, à ses attentes, enfin, etc. Pour cela, un des outils très intéressants, ça va être d'avoir un lexique de questions qui peut être utile pour clarifier la rédaction de ces observations. C'est-à-dire que nous devons penser ce que la personne vit, nous devons penser ce que nous vivons avec elle, comme nous le proposons dans le petit ouvrage que nous avons fait. Dans cette première partie, bien sûr, il peut avoir et il y aura des évaluations complémentaires, ciblées, des évaluations fonctionnelles, celles des professionnels de la rééducation ou celles des éducateurs, des pédagogues, des évaluations qui sont issues de leur propre référentiel métier et qui vont compléter la première phase du recueil de données. Recueillir ne suffit pas. Il faut partager ces données, l'observation. L'évaluation va aider à mettre en commun et l'objectif dans un deuxième temps va être de favoriser ce que l'on comprend de la personne. Donc on va discuter l'observation, on va la partager pour établir un consensus et qui va englober toutes les facettes de la personne dans sa globalité et donc ne pas la réduire à des découpages de spécialistes. Il est important dans ce deuxième temps de penser le projet à partir de l'expérience vécue de la personne et de notre propre expérience vécue avec la personne. Le troisième temps va être bien sûr le temps de mettre en commun par une réunion de synthèse, de faire la synthèse. La synthèse doit réunir plusieurs paramètres. Elle doit tenir compte de l'histoire de la personne, de ses repères dans le temps, de la notion de parcours. Elle doit inscrire le projet dans un cadre défini et reconnu par tous, donc qui est bien sûr la trame. Elle doit prendre en considération les valeurs préconisées par les recommandations qui affirment, à la suite de la loi 2002 et 2005, le statut de la personne. Alors, un petit modèle de trame. D'abord, dans la trame, l'état de santé doit être bien écrit parce qu'un état de santé stabilisé est une condition incontournable pour rendre la personne disponible à son projet. Alors, donc ce prérequis, ce volet santé est détaillé notamment dans des publications récentes, le protocole national de diagnostic et de soins que vous trouverez sur Internet et qui date de mai 2020. Toutes ces informations sanitaires, elles sont utiles. Si elles sont utiles, elles seront partagées entre tous les accompagnants qui devront savoir notamment quel type de soins, quel type de traitement, quels sont les effets indésirables des médicaments par exemple, et les conduites à tenir en cas de crise, bien sûr. Un deuxième point, incontournable dans la trame, dans le plan, c'est la présentation de la personne dans sa globalité. Parce qu'en fait, le projet personnalisé est avant tout un projet de vie qui prend en considération l'ensemble des différents aspects essentiels à chaque être humain, tout le long de sa vie, et qui lui permettent de continuer à avancer, à se développer. Donc on ne va pas réduire la personne à des comportements problèmes ou à des mesures fonctionnelles. Il faut aller au-delà.
Enfin, dans la logique de la trame, il va falloir inclure les grandes orientations définies par les recommandations des bonnes pratiques professionnelles. Alors, elles insistent beaucoup, donc, notamment dans la dernière de l'HAS en 2020, sur la communication comme moyen essentiel pour favoriser et développer l'autonomie de la personne, son autodétermination, l'inclusion sociale et scolaire et l'exercice de la citoyenneté. Alors, ces recommandations, nous remarquerons qu'elles sont transversales. Donc, on devrait essayer de les décliner dans chaque aspect de l'accompagnement et donc, en particulier, dans la vie quotidienne. L'autonomie. L'autonomie dans le contexte du pôle handicap reste toujours relative et demande toujours à être accompagnée. Alors, plutôt qu'insister sur l'autonomie qui parfois semble loin un peu des préoccupations et de la portée des personnes polyhandicapées, on insistera d'abord sur l'interdépendance et comment la gérer, et surtout la reconnaissance d'une participation active de la personne. L'autodétermination est aussi importante à encourager. Elle doit être finement repérée dans les tentatives d'affirmation des choix et qui se révèlent souvent dans des petits détails. Donc, si on améliore la communication avec la personne, avec des communications alternatives ou augmentées, ou des expressions corporelles, enfin, etc., signées, euh, et si on instaure des relations stables, durables, fiables avec les personnes, on a facilité cette expression de l'autodétermination. Autre grand thème, l'inclusion et la participation sociale et scolaire. Les personnes polyhandicapées souffrent trop souvent d'exclusion. Or, être reconnu par ses pairs comme semblable, partager et participer à un projet de vie commune, vivre des expériences avec des personnes de leur âge, qu'elles soient handicapées ou non d'ailleurs, ce sont vraiment des expériences essentielles que doivent faire tout être humain. Donc le projet personnalisé précisera, notamment chez les enfants, et selon ses possibilités bien sûr, l'inclusion dans une socialisation ou dans une scolarisation, dans une inclusion sociale, d'activités extérieures, de centres de loisirs, etc. Donc pour résumer, la participation de la personne à son projet est souhaitée et encouragée. Donc pour cela, il est absolument nécessaire de favoriser son expression par la communication, pour qu'elle puisse s'exprimer en son nom propre et orienter ses choix, c'est l'autodétermination, pour qu'elle puisse agir et participer à une vie, à une activité, une autonomie, même minime. Enfin, le projet, bien sûr, et la construction ne se résument pas au document. Quel suivi pour le projet? L'élaboration d'un projet personnalisé n'a de sens que s'il est mis en œuvre quotidiennement. Donc, ça demande un engagement réel de l'ensemble des professionnels et le maintien d'une collaboration régulière avec la famille. La mise en œuvre et le suivi demandent du temps, de la concertation. Donc, on va réévaluer régulièrement les interventions, voir les effets sur le développement de la personne, les progrès réalisés, l'émergence éventuelle de nouvelles compétences ou de motivations nouvelles. On va analyser les écarts éventuels entre les objectifs prévus et les objectifs réalisés, proposer des solutions alternatives si besoin. Donc ça demande la mise en place d'un calendrier, une échéance temporelle. Bon, en général, c'est la loi qui l'impose. Le projet personnalisé est revu tous les ans et il doit donc bénéficier à la personne, bien sûr. Et cette révision doit proposer, innover, faire d'autres propositions, s'engager dans d'autres chemins quand c'est possible. Le projet personnalisé s'inscrit aussi comme un avenant au contrat de séjour, c'est-à-dire qu'il relève d'une obligation contractuelle qui engage les professionnels à une mise en œuvre effective. Enfin, pour conclure cet exposé,
je voudrais insister sur le fait que la construction d'un projet personnalisé est un réel travail intellectuel qui engage l'ensemble des participants à réfléchir avec une pensée analytique, une pensée réflexive et une pensée créative. La pensée analytique, ça va être chercher à comprendre, à penser l'ensemble de nos observations et surtout l'analyser avec la personne concernée. On ne va pas chercher pour elle, mais on va chercher avec elle. La pensée réflexive, ça va être interroger et réfléchir sur nos interventions, sur nos actions, sur ce qui sous-tend ce que l'on fait, ce qui nous touche et qui résonne en nous lorsque nous cheminons ensemble. La troisième type de pensée, la pensée créative, il ne faut pas oublier que le projet est une construction, une création, et qui, bien sûr, va renouveler la monture professionnelle et la motivation de chacun. S'il est suffisamment détaillé, personnalisé, s'il n'est pas standardisé, s'il n'est pas bâclé non plus, bien sûr, s'il est réalisé d'un commun accord, implicite le plus souvent avec la personne, alors cette exploration conjointe va ouvrir des nouvelles perspectives qui demandent des ressources d'inventivité, d'adaptation, de connivence, qui créent la surprise, l'étonnement, le dépassement de soi. Et cela, bien sûr, n'est pas prévisible. Le projet personnalisé est un travail intellectuel, c'est-à-dire qu'il doit bien décrire, bien dire et bien écrire ce qu'il représente. Donc on va soigner le style, la précision du contenu, la pertinence des détails, toute standardisation, facilité de langage, jargon, jugement seront proscrits. En fait, le projet de vie s'inscrit comme la vie, avec des mots simples et habituels. Il s'adresse d'abord à la personne concernée, donc il faut bien que ce langage soit accessible. Et bien sûr, il faut qu'il soit aussi accessible aux familles, aux tuteurs et aux différents intervenants. On veillera à bien orienter le projet sur la personne elle-même, puisque c'est un projet personnalisé. Et surtout, on veillera à éviter les violences, à la fois faites à la personne et à la famille, par des affirmations générales ou trop générales, des approximations, des explorations non appropriées, la réduction de la personne dans une terminologie, des classifications figées, définitives, et on va éviter la violence, des propositions qui ne sont pas suivies des faits. Le projet personnalisé est vraiment un contrat. L'organisation des établissements doit permettre la mise en œuvre de ce projet, le suivi, l'évaluation, en toute transparence avec les constructeurs, notamment en informant donc les familles de l'évolution, de la réalisation effective et s'il y en a des difficultés. Enfin, pour terminer, juste pour illustrer, la trame que nous utilisons pour un projet personnalisé se décline en différents points que je vais vous développer. D'abord, le cadre général de la personne, c'est-à-dire la présentation, ses handicaps et ses atteintes fonctionnelles, et c'est surtout comment les handicaps impactent sa vie. La biographie, situation familiale et sociale. Ensuite, les demandes de la famille et dans quel parcours de vie il se situe. Un deuxième point va être le bilan et le suivi médical, qui est un prérequis nécessaire. Ensuite, on passe à la présentation de la personne. Et dans cette présentation, on va développer les aspects essentiels de la vie. C'est-à-dire, on a distingué se sentir soi, se sentir soi-même, se percevoir. D'abord. Ensuite, percevoir l'environnement. Ensuite, bouger, agir. Ensuite, comprendre et tout l'aspect cognitif. Ensuite, communiquer, vivre des relations sociales, aimer, croire,
Tous ces aspects sont essentiels à la vie des personnes. Une fois que ces présentations sont faites, de tous ces aspects, on va voir comment dans la vie quotidienne, le projet d'accompagnement va se déployer. Et notamment comment on va faire ensemble avec la personne, comment on va déterminer où commence et où finit notre aide, dans les levées, la toilette, les repas, les rythmes sommeil-éveil, dans l'échange, les activités organisées, les loisirs, enfin, etc. Et ensuite, donc, bien sûr, on aura un récapitulatif des objectifs et les modalités pratiques de réalisation qui seront inscrits avec le calendrier. Le calendrier des évaluations intermédiaires et le rendez-vous annuel du projet. Voilà, donc je vous remercie pour cette attention que vous avez portée à mon exposé et je vous dis à bientôt.